Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué la notion de trajectoire de réduction qui permet à une entreprise d'avoir un cadre global dans lequel s'inscrire pour fixer son cap de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Avant de se lancer dans son plan de transition, il est également important que l'entreprise identifie avec précision l'intensité carbone, le poids carbone, de ses produits et services, c'est-à-dire les kilos ou tonnes de CO2 émises associées à chacun d'entre eux. C'est aussi ce qu'on appelle ventiler les émissions de ses produits et services. Le bilan d'émissions de gaz à effet de serre fournit les principaux postes d'émissions de l'entreprise. La ventilation des émissions, quant à elle, va permettre une analyse beaucoup plus fine et va faire le pont avec l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'accueille Juliette Jeanne, cofondatrice et présidente chez Ronghi Solutions, qui va nous expliquer en quoi consiste la ventilation des émissions de l'entreprise avec un focus sur le secteur industriel. Nous allons voir ensemble pourquoi cette étape est très importante, la manière de procéder pour ventiler ces émissions et en quoi c'est un véritable levier de décarbonation pour l'ensemble de la filière industrielle et de la société. Bonne écoute! Alors, bonjour Juliette, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et présenter Ronghi Solutions ? Oui, bonjour Suzy. Je m'appelle Juliette, j'ai 43 ans, je suis mariée à Maxime, j'ai 2 petits garçons de 6 et 9 ans et je suis basée à Chambéry. Je suis ingénieure chimiste de formation, j'ai passé 17 ans dans la pétrochimie, dans des rôles opérationnels et puis aussi business. Et puis fin 2020, pas juste pour des questions de Covid, c'était un peu une année tournant pour nous puisque Maxime a démissionné, on a choisi de rentrer en France après des années à l'étranger. Puis cette petite bulle, elle nous a aussi donné l'occasion de prendre un peu une claque climatique. Et là, on s'est dit qu'on avait envie d'y faire quelque chose. Donc, Ronghi est né de cette prise de conscience et puis aussi d'une intuition que pour aider les secteurs à se transformer, il fallait conjuguer une expérience sectorielle et puis des compétences climat. Donc, on s'est formé sur le climat, l'expérience industrielle, on en avait. Et donc Ronghi, c'est ça, c'est un cabinet de conseil climat qui accompagne les industriels dans les 2 phases de l'action climatique, l'atténuation, et puis aussi l'adaptation, donc comprendre les risques que le climat fait peser sur l'entreprise. Oui, c'est intéressant, ça va être le premier point de vue industriel qu'on va avoir dans ce podcast, donc merci Juliette d'intervenir. Alors, donc, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que ça veut dire ventiler les émissions de son entreprise à l'échelle de ses produits-services ? C'est un terme qui peut paraître un peu barbare pour les gens qui ne sont pas du milieu. Oui, effectivement. Alors, ventiler les émissions de son entreprise, concrètement, ça veut dire passer d'une vue macroscopique, de la vue qu'on a des émissions liées à l'activité de l'entreprise, le bilan carbone, à l'échelle du produit ou des services qu'on vend. En fait, si on est une entreprise, tous les produits qu'on fabrique n'ont pas forcément la même empreinte. Par exemple, si je suis un constructeur automobile, le poids carbone d'un SUV, les émissions qui sont associées à la fabrication d'un SUV, c'est pas vraiment les mêmes que les émissions associées à une petite citadine. Et il y aura plus de matière, donc plus d'émissions. Pareil, si je suis une agence de voyage et que je propose des séjours, enfin des voyages, si je propose un voyage de 3 semaines en Asie, le poids carbone associé à ce voyage, c'est pas le même que si je propose une rando itinérante dans les Alpes. Et donc, en fait, c'est de ça qui va s'agir, c'est-à-dire de passer du bilan carbone de l'entreprise à la vue par produit. Et en fait, quand on fait un bilan d'émissions d'une entreprise, c'est une grosse boîte. On regarde tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Là, il va falloir, pour descendre au niveau du produit, il va falloir aller dans un peu plus de détails et regarder dans ces flux, tous ces flux qui rentrent et qui sortent, qu'est-ce qui est associé à chaque produit. Et puis après, on va faire le même genre de calcul, c'est-à-dire qu'on va convertir ces quantités en émissions pour avoir le bilan d'émissions du produit ou du service. Et pourquoi c'est important de passer par cette étape-là de ventilation des émissions ? Alors, c'est important à la fois pour l'entreprise qui réalise l'exercice, mais aussi pour sa chaîne de valeur. Alors déjà, pour l'entreprise, c'est important parce que ça va lui permettre de comprendre quel produit dans son portfolio contribue le plus à son bilan d'émissions et pourquoi. Elle va alors pouvoir identifier avec plus de précision en fait quels sont les leviers principaux. Par exemple, nous on fait pas mal de procédés chimiques. Sur certaines réactions, on n'a pas du tout les mêmes rendements. Donc voilà, ça va permettre d'identifier des points qui sont spécifiques. Ça va aussi lui permettre à l'entreprise de voir quel produit elle a envie de pousser. Dans une démarche de transition, elle va peut-être se dire, j'ai des produits qui sont plus vertueux que d'autres. Et donc, je vais essayer de vendre plus de cela ou en tout cas d'articuler le mieux-disant de ces produits-là. Ça va aussi lui permettre de revoir son portefeuille de produits et de services. Est-ce qu'il y a des produits ou des services dans ce que je vends qui sont
vraiment à revoir, ou qui sont juste pas du tout adaptés à un monde qui se transforme et qui doit aller vers une sobriété carbone. Donc ça, c'est pour l'entreprise. Après, pour la chaîne de valeur, c'est aussi très important, et notamment pour les clients de l'entreprise. Quand une entreprise calcule son bilan, généralement, le scope 3, donc ce qu'ils achètent, bah, c'est très important. Ça peut être, pour beaucoup d'entreprises, c'est la part prépondérante du bilan. Mais pour ça, il va bien falloir associer un poids carbone aux matières ou aux services achetés. Et ben ça, c'est exactement cette ventilation dont on parle. C'est-à-dire que l'entreprise en amont, il faut qu'elle ait découpé son bilan carbone entre les différents produits. Donc, du coup, pour les clients, c'est important parce que d'une, ça va leur permettre de calculer un bilan qui a plus de sens, mais surtout, ça va permettre une comparaison entre différents fournisseurs. C'est-à-dire quand je vais faire mon cahier des charges pour mes achats, ben, à partir du moment où la chaîne de valeur commence à s'organiser pour calculer ces chiffres, ben, ça va permettre de faire entrer le carbone dans le cahier des charges des achats. Peut-être que je vais acheter plutôt un produit qui est mieux disant de ce point de vue-là. Et donc c'est important, par exemple, si je suis pour pouvoir calculer, puis on peut imaginer qu'au fur et à mesure que tout ça se passe dans la chaîne de valeur, ben, on peut arriver jusqu'à un poids carbone spécifique d'un produit qui est vendu à un consommateur, qui pourrait donc choisir entre deux pulls polaires avec des poids carbone différents, bah, de se dire je vais plutôt favoriser celui qui est mieux disant. Un peu, oui, comme on le voit par exemple pour le Nutri-Score, entre deux paquets de gâteaux, on va peut-être choisir plutôt le C que le E. Et on le voit aujourd'hui, hein, il y a des entreprises qui commencent à le faire. Par exemple, Decathlon commence à afficher le poids carbone sur ses produits. Oui, ça c'est intéressant. J'espère que ça va continuer à se développer parce que, bah voilà, pour le consommateur, c'est chouette d'avoir l'information, de pouvoir faire un choix en conscience. Alors maintenant, donc on a cerné en quoi ça consiste. Comment l'entreprise peut procéder pour ventiler les émissions de son entreprise, justement, de son organisation? C'est une bonne question. Alors, je dirais que le niveau un peu minimum, c'est de diviser son bilan d'émissions par ce qu'on produit. Donc, on peut le diviser par le total de la production. On peut aussi, autrement, le diviser par son revenu total. Donc ça, on fait un tout petit pas par rapport à un ratio monétaire, donc des kilos de CO2 par euro, qui sont plus génériques en moyenne sur le marché, mais ce que moi, par exemple, entreprise de transport, voilà, en moyenne, pour une tonne kilomètre transporté, mes émissions, on n'est pas beaucoup plus loin, mais on a quand même un petit peu avancé. Un des avantages de faire au moins cette étape minimum, c'est que si on est une entreprise engagée et qu'on se transforme, on va pouvoir quand même montrer une amélioration de ces chiffres. C'est-à-dire que si mon bilan d'émissions baisse, même s'il n'est pas précis, je vais pouvoir transmettre à mes clients un chiffre qui baisse. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de valoriser une démarche de transition. Alors souvent, on va quand même amener un peu plus loin que ce niveau minimum parce qu'en fait, entre les différents produits ou différents services d'une entreprise, il y a des grosses différences. Donc on va faire un peu comme ce qu'on a fait pour le bilan d'entreprise, on va définir un périmètre pour la fabrication pour le produit ou le service, et puis on va lister tout ce qui est nécessaire pour ce produit ou ce service s'il existe. Dans une approche de cycle de vie, donc on va voir tout ce qu'il faut qu'il se passe avant et tout ce qui se passe après. Et en fait, ces flux, pareil, on va les convertir en émissions. Alors généralement, si ça vient après un bilan carbone d'entreprise, on va s'appuyer sur ce bilan. Et en fait, on va essayer les entrées et les sorties de ce bilan carbone, on va essayer de les séparer entre ce qui va à quel produit. Par exemple, on va essayer de faire des sous-bilans en quelque sorte. Par exemple, si je consomme 10 mégawattheures d'énergie et 20 tonnes de matière au total, je vais dire, en fait, mon produit X, il a pris 5 mégawattheures, il a nécessité 5 mégawattheures d'énergie et 10 tonnes de produits. Et puis, le reste de ce que j'ai consommé, c'est pour un produit Y et Z. On va pouvoir faire un bilan sur X et un bilan sur Y, Z. Alors, cette approche-là, donc, c'est l'idéal. C'est de pouvoir, en fait, de dire, dans ma grosse boîte de bilan carbone d'entreprise, en fait, j'ai plein de boîtes séparées et puis je vais pouvoir découper. Alors, c'est pas toujours possible parce que dans certains cas, et c'est un peu ce que je disais à l'instant, il peut y avoir une ligne de production qui fait 2 produits en même temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des coproduits. Et dans ce cas-là, j'ai pas tellement de choix. Il va falloir que je partage les émissions. Par exemple, quand je presse du colza pour faire de l'huile, je récupère de l'huile, mais je récupère aussi de la matière
plus sèche, que ce qu'on appelle les tourteaux, ce qu'on va donner en alimentation animale. Les émissions qui sont liées à la culture du colza, à son transport, à sa transformation jusqu'au moment où je le presse, c'est autant lié à la fabrication des tourteaux qu'à la fabrication de l'huile. Donc, il va falloir répartir. C'est ce qu'on appelle allouer. Donc, on a plusieurs façons de faire des allocations. Les plus courantes, c'est les allocations massiques et les allocations économiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une allocation massique? Ça veut dire que je vais prendre les émissions, tout ce volume d'émissions, je vais diviser par le total de tonnes produites. Donc, dans ce cas-là, on obtient des kilos de CO2 équivalents par kilo de produit. Et dans mon exemple juste avant, le tourteau, il a par kilo le même poids carbone que l'huile. L'autre option assez classique, c'est l'option économique, où là, on va toujours prendre ma boîte d'émissions, mais au lieu de la diviser par un tonnage produit, on va diviser par le revenu total. Donc, combien j'ai eu d'euros par la vente de l'huile, combien j'ai eu d'euros par la vente des tourteaux. Là, on a des émissions par euro de revenu, et à partir du prix de vente des tourteaux et du prix de vente de l'huile, on peut remonter à 1 kilo de CO2 par kilo de produit. Et dans ce cas-là, contrairement au cas de l'allocation massique, mon huile, elle n'a pas les mêmes émissions de CO2 au kilo que mon tourteau, parce qu'ils n'ont pas le même prix de vente. Donc, ça peut être intéressant parce que ça peut refléter une valorisation de produits différents. C'est-à-dire, est-ce que je fais plutôt, par exemple, mon procédé, c'est plutôt pour l'huile ou c'est plutôt pour les tourteaux? Donc, ça reflète un peu ces notions-là. Alors, le poids de l'allocation, il est critique parce qu'on le voit avec cet exemple-là, on va pas obtenir les mêmes chiffres. Donc, en fait, on doit tester pour voir ce qui est le plus pertinent et puis justifier pourquoi on choisit l'une plutôt que l'autre. Globalement, les secteurs s'organisent pour dire, parce que pour pouvoir comparer, on en a parlé précédemment, en fait, le but d'avoir ces chiffres, c'est aussi que la chaîne de valeur puisse choisir. Donc, il faut qu'on compare des pommes et des pommes. Et donc, pas mal de secteurs commencent à s'organiser pour dire, dans notre secteur, qu'est-ce qui est l'allocation la plus pertinente. Donc, dans cette approche, en fait, ventilée, on est assez proche de ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, mais avec un seul critère qui est celui du changement climatique. Cette étape dont on vient de parler, on a parlé aussi du fait qu'elle est importante dans la chaîne de valeur. Justement, comment est-ce qu'elle permet de faire le lien avec l'ensemble de la chaîne de valeur? Pourquoi c'est intéressant à ce niveau-là? Alors oui, c'est effectivement extrêmement important parce que c'est un peu la courroie de transmission, en fait, de l'action climatique des différentes entreprises. En fait, déjà, si on est en entreprise, on vend quelque chose à quelqu'un. Donc, être capable de communiquer sur non seulement sa démarche d'entreprise pour baisser son bilan, mais le poids carbone, l'intensité carbone de ses produits, ça peut être un argument compétitif. Parce que si en aval, l'entreprise se préoccupe elle aussi de son impact climatique, le scope 3, c'est généralement important. Et donc, elle va pouvoir valoriser cette performance climat d'un fournisseur plutôt que l'autre. Et donc, ça participe de cette compétitivité de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment le levier pour pouvoir agir sur scope 3 qui est finalement celui qui nous appartient à tous. Et alors, je voulais vous poser une question justement par rapport à votre expérience du secteur industriel. Est-ce que les entreprises du secteur industriel, elles se prêtent facilement au jeu aujourd'hui en France, où on en est? Enfin, je dis en France, mais ça peut être peut-être même à l'international, parce que vous avez une expérience internationale. Mais on en est où aujourd'hui? Alors, je dirais que les lignes, elles commencent à bouger. Globalement, ce qu'on voit, nous, c'est que les acteurs se mobilisent un peu pour 4 raisons. Alors, il y a ceux qui viennent parce que, je dirais, dans une démarche RSE, qui se disent, et qui sentent une responsabilité de contribuer à ces enjeux sociétaux. Ce qu'on voit aussi beaucoup dans l'industrie, c'est que la crise des prix de l'énergie suite à la guerre en Ukraine, etc., on fait quand même, pour monter les questions de climat en même temps que les questions d'énergie, parce que tout le monde a bien compris que les deux sont très très liés, et que donc agir pour le climat, c'est baisser sa consommation d'énergie dans pas mal de cas, et donc améliorer ses coûts. Donc ça, c'est un deuxième levier. Un troisième qui est lié aussi un peu à cette question d'énergie, c'est une question de résilience. Donc on a vu les impacts de la guerre en Ukraine, mais on comprend aussi tous intuitivement que le pétrole, il vient pas de chez nous, et que donc on est dépendant pour notre énergie de pays potentiellement avec lesquels on n'a pas forcément envie d'être dans un lien de dépendance si important.
On a aussi vu les chocs dans les chaînes de valeur avec le Covid. Et donc, il y a toute cette question qui se mêle à une forme de relocalisation, de chaînes plus courtes, de circularité. Mais en fait, nous, ce qu'on voit surtout, c'est que l'un des moteurs les plus efficaces, c'est le business à court terme et le fait que les parties prenantes de l'entreprise lui demandent des comptes sur cette question du climat. Alors, ça peut être les financeurs. On commence à voir tant d'un point de vue des banques que des subventions, de plus en plus d'aides au financement qui sont soumises à des calculs carbone. On le voit aussi de la part de l'État, mais surtout des clients. C'est-à-dire que une entreprise qui s'engage dans une transition bas carbone, elle a besoin de chiffres. On en a parlé juste avant, et donc elle va regarder ses fournisseurs et dire bon, c'est quoi votre bilan carbone? Moi, je me suis engagée en tant qu'entreprise à être net zéro, enfin, vers la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire que je dois baisser mes émissions de 5% par an, globalement. Mais vous êtes fournisseur 60% de mon bilan. Donc vous aussi, je peux pas le faire sans vous. Et donc ça va forcément, je dirais, amorcer la pompe et encourager des fournisseurs des entreprises en amont à calculer, parce que sinon, elles comprennent bien que leurs clients vont aller voir quelqu'un qui les suit sur ce sujet-là. Et donc ça, on commence vraiment à le voir. Nous, on a réalisé clairement des bilans carbone, des calculs de poids carbone, parce que des grands noms de l'industrie qui, au final, ont pris des engagements de neutralité carbone, sont retournés vers leurs fournisseurs en leur disant c'est quoi le poids carbone de vos produits. Bon, c'est encourageant. On va espérer que ça continue sur cette voie-là. On en est au début, mais clairement, voilà, je pense qu'il faut être modeste, mais malgré tout, on sent clairement que le sujet commence à faire coller un petit peu le long des chaînes de valeur. J'ai une dernière question. Je voulais savoir si vous auriez un conseil à donner à une entreprise qui veut travailler sur l'impact carbone de sa chaîne de valeur, alors, particulièrement dans le secteur industriel, du coup. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner? Ah oui, quelques-uns. Alors, je dirais que la première chose, je voudrais la féliciter. Parce que quand on est une entreprise et une industrie, on a de nombreux enjeux, de nombreuses préoccupations. Le contexte économique n'est pas que favorable, hein, loin s'en faut. Donc s'engager dans cette voie, c'est un peu se rajouter un sujet à traiter, ce qui est courageux. C'est aussi assez précurseur. On parlait du fait que ça commence à bouger, mais malgré tout, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas commencé. Donc je trouve que déjà s'engager, c'est super et il faut reconnaître l'effort que c'est. Comme décarboner, c'est un défi critique, mais aussi inévitable, hein, parce que lié à l'énergie. Je pense que c'est aussi un choix qui peut être un atout compétitif, en fait. Toujours mieux de démarrer à temps. Donc pour quelque chose qui va venir, prendre la vague à temps, c'est une bonne idée. Ça permet d'avoir un discours qui est bien plus pertinent, quand ces sujets arrivent, que ce soit avec, les clients ou les parties prenantes, que ce soit, les employés, les communautés, les instances réglementaires, etc. Pour revenir à la question sur les conseils, forcément, d'abord, il faut calculer son bilan. C'est quand même c'est finalement un principe de base du management, hein. On on ne gère que ce qu'on mesure, heu et intuitivement, on se trompe souvent sur les gros postes, quand on commence à s'intéresser, au climat carbone. Nous, nos clients, ils nous parlent souvent du fait qu'ils livrent des produits très, très loin. Alors on dit: «Oui, c'est pas ça sera sans doute pas complètement rien, mais généralement dans leur bilan, ça reste un petit poste». Donc la première chose, c'est de calculer. Ensuite, c'est d'engager ses fournisseurs. Alors d'une parce qu'il faudra des chiffres et qu'il faudra on mesure pas pour ne rien en faire, on mesure pour réduire et donc pour réduire, il faut avoir des données, il faut pouvoir comparer. Donc ça va forcément passer par un engagement des fournisseurs. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de sortir un petit peu du purement transactionnel. Souvent avec ses fournisseurs, on s'écharpe autour du prix et des volumes. À parler du carbone, c'est un peu aussi élargir la discussion. Ça permet aussi de construire un projet ensemble. Ça inscrit la relation potentiellement sur un temps un peu plus long. Et donc ça peut être, ça peut être intéressant. Ça permet de trouver des synergies, etc. Enfin, ça crée une dynamique qui est un peu différente. Et la troisième chose, je dirais que c'est de communiquer avec ses clients. Alors c'est pas facile parce que le sujet du climat et du carbone, on est tous en train d'apprendre malgré tout. Ça fait longtemps qu'on en parle,
mais globalement, je dirais que l'ensemble de la population et des professionnels est finalement est encore au début. Et donc, c'est pas facile de communiquer, mais c'est important. Alors déjà, ça permet de valoriser les efforts qu'on fait, qui sont pas anodins, mais ça permet aussi de contribuer à une montée en compétences et de se prémunir de discours simplistes, voire de greenwashing de la compétition. C'est savoir parler de ces sujets-là et en parler proactivement, c'est pouvoir aussi remettre en perspective le discours du je reste gratis de l'autre fournisseur qui dit moi mon produit il est carbone négatif. Oui, d'accord. Donc voilà, c'est important aussi d'engager les clients parce que c'est pas simple, parce que dans certains cas décarboner ça coûte et donc il faut pouvoir voir aussi ce qui est acceptable pour ses clients et communiquer est la première étape. La dernière chose qu'on veut, c'est que une entreprise s'engage dans la décarbonation et soit pas pérenne économiquement. Là, on n'a rien gagné. Si ceux qui essayent de faire mieux mettent la clé sous la porte, voilà, on fait un pas en arrière. Donc c'est important de gérer. C'est super d'être volontariste et il faut y aller. Il y a vraiment des moyens de le faire, mais il faut rester effectivement faut naviguer cette ligne de crête pour pas non plus s'exclure du marché. Et puis la dernière chose que je dirais peut-être, c'est s'entourer et se former. Voilà, parce que ça reste des sujets qui sont assez nouveaux quand même dans l'entreprise et finalement on va faire ce qu'il faut faire pour ces enjeux climatiques. C'est pas très différent de ce qu'on a fait pour d'autres sujets. La sécurité, la qualité, c'est le même genre de démarche. À un moment, on s'est dit que c'était pas acceptable que les lance-glaces. À un moment, on s'est dit que c'était pas acceptable que les produits respectent pas les specs et donc on a les spécifications. Donc on a fait ces démarches-là et ça relève des mêmes ressorts. On a mesuré, on s'est fixé des objectifs, on a mis des indicateurs en place et surtout on a engagé les gens parce que finalement le changement il est toujours porté à la fin par des gens qui doivent avoir les informations et la compétence pour pouvoir faire ces transformations. On va faire la même chose pour le climat. Oui, je pense qu'on va rester sur ce mot de la fin. C'est une très bonne remarque. Et puis, ça fait le pont aussi avec plusieurs épisodes du podcast. Je pense qu'il y a des sujets qui vont revenir, donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça. Merci Juliette pour cet éclairage et à bientôt. Merci à Juliette Jeanne de nous avoir aidé à y voir plus clair sur la notion de ventilation des émissions à l'échelle des produits et services d'une entreprise afin de connaître leur intensité carbone. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie de cet épisode pour échanger, toujours avec Juliette, autour du travail réalisé par ses clients du secteur industriel à ce sujet.